Super. Bon, je vais commencer dans mes introductions. Ça va donner 2 autres minutes. Ça va me prendre 2 petites minutes à faire. OK, parfait. Alors, avant de commencer, je tiens à reconnaître avec respect les peuples autochtones et les territoires traditionnels sur lesquels nous nous réunissons. Nous honorons les liens historiques et continus des Premières Nations, des Métis et des Inuits avec ces terres et nous engageons à écouter, apprendre et contribuer à des relations plus justes. Moi, personnellement, sur le territoire du Traité 6 à Edmonton, où je me trouve, ce lieu est un espace de rassemblement, de rencontres et de passage pour de nombreux peuples. Pour moi, cela signifie d'honorer les écosystèmes locaux et de soutenir les initiatives souvent menées par des leaders et des aînés autochtones. Moi, je m'appelle Ariel ou Harry Campbell et je suis gestionnaire de programme à la Coalition canadienne pour un système de santé écologique. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette session intitulée «Cette étape pour réduire l'empreinte carbone de votre établissement de soins de santé». Pendant l'événement, vous pouvez utiliser le clavardage, évidemment, pour tout souci technique. Pour vos questions, vous pouvez utiliser la fonction QR au bas de votre écran et notre panéliste y répondra à la fin. La session est enregistrée et l'enregistrement va être envoyé par après. Et vous pouvez aussi la retrouver sur le site web et notre chaîne YouTube. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Michel Parent. Michel est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie mécanique et depuis 1996, il est associé chez Technosim, une firme de génie conseil spécialisée en efficacité énergétique. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Michel. Et Michel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alia. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de décarbonisation et évidemment d'économie d'énergie en utilisant une méthode qui est probablement quelque chose que vous connaissez pour la plupart dans le sens que vous n'allez pas nécessairement découvrir des nouvelles choses, peut-être que oui, mais c'est vraiment la structure. Puis cette structure-là qu'on appelle des 7 étapes, ça a été développé en grande partie par mon collègue qui est en ligne, qui s'appelle Stephen Dixon, qui a plusieurs dizaines d'années, probablement il y a 40 ans d'expérience, à mettre en place cette structure-là. Donc, on va voir ça, on va voir comment ça peut apporter des réductions souvent importantes de consommation et souvent à des coûts relativement faibles. Donc, l'ordre du jour, c'est de commencer par la vue d'ensemble. On va tous se mettre, je dirais, dans le même bateau. Par la suite, on va passer à travers ces 7 étapes-là. Euh, Puis, comment peut les mettre en pratique? Comment on peut mettre en œuvre ces 7 étapes-là? Puis, je suis certain, parce que j'ai travaillé pour certains CI3S, certains hôpitaux, je sais que vous allez, dans bien des cas, une structure qui va déjà s'approcher de ces 7 étapes-là. Mais comme je dis, peut-être ça va vous donner des idées additionnelles de comment, je dirais, mettre en place encore plus de mesures pour aller chercher encore plus d'économies. Puis là, je fais attention quand je dis économie, je ne dis pas nécessairement économie d'énergie parce que c'est pas nécessairement ça qu'on recherche et on va en parler justement dans la vue d'ensemble. Donc, la première chose que je veux mentionner, c'est que les 7 étapes ont comme base fondamentale de ne pas faire de compromis, puis on va en parler dans ce qui s'en vient. C'est quoi ce que je veux dire par les compromis? Mais avant d'aller là, on doit quand même faire un retour sur une bonne pratique de gestion d'énergie. C'est de mettre en, je dirais, ensemble les aspects que vous voyez à l'écran, dont les aspects techniques, comportementaux et organisationnels. Si vous ne mettez pas ces 3 aspects-là à travailler ensemble, vous n'allez pas aller chercher le maximum des économies que vous pourriez aller faire. Puis ce que je vois souvent, c'est que les organisations vont aller aux solutions techniques. C'est souvent là où on va voir la plupart des organisations dire, bon, je dois faire des économies de gaz à effet de serre, des économies d'énergie. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Puis souvent, c'est les solutions techniques qu'on va voir. Mais ce qui est souvent négligé, mais pas toujours, là, je ne veux pas généraliser, c'est ce qui est identifié ici comme étant les comportements, mais c'est plus que des comportements, c'est tout l'aspect ressources humaines associées à l'opération d'un bâtiment. Puis ça ne veut pas juste dire les opérateurs, les gens qui s'occupent du contrôle, qui s'occupent des équipements mécaniques,
mais c'est vraiment l'ensemble des occupants qui sont dans un bâtiment. Puis évidemment, il y a l'aspect organisationnel. Vous pourriez avoir de la bonne sensibilisation, des bons changements technologiques, mais s'il n'y a pas de direction vraiment bien ciblée, qui a un focus sur l'objectif visé ou d'un point de vue organisationnel, si le support n'est pas là, puis je sais que dans certains cas, c'est très difficile à cause des fois des structures institutionnelles, bien, encore là, ça ne va pas maximiser. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir ces trois éléments-là. Puis, comme je dis, ce qu'on voit souvent, malheureusement, c'est que c'est plus facile d'acheter un nouvel équipement, de le mettre en place, que de s'attaquer aux deux autres euh, éléments. Mais c'est presque garanti que vous n'allez pas aller chercher le maximum des économies. J'ai trop vu d'équipements efficaces installés qui ne donnaient pas les résultats voulus. Puis d'ailleurs, je vais vous en montrer un exemple vraiment frappant un peu plus tard dans la présentation. Puis quand je parlais de ne pas faire de compromis, les 7 étapes, comme n'importe quelle approche de gestion énergétique, devraient considérer tous les avantages de l'efficacité énergétique et de ne pas faire de compromis sur le confort, la productivité, la sécurité, tenir compte de l'impact sur l'environnement. Puis, parce que c'est possible de ne pas faire de compromis sur ces. Puis, c'est non seulement possible, c'est exigé de ne pas faire ces compromis-là, mais d'aller chercher les bénéfices. C'est ça que les 7 étapes visent à faire, c'est de maximiser les économies avec les trois éléments qu'on vient de voir, sans faire de compromis. Puis là, ça peut vous paraître, OK, ça semble très théorique, tout ça, mais par la pratique, comme je dis, mon collègue Steven, ça fait 40 ans qu'il en fait, et vous avez probablement, plusieurs d'entre vous, passé à travers des projets où vous pouvez faire ça, où vous pouvez aller chercher le maximum des économies sans faire ces compromis-là. Puis quand je vous disais que l'aspect comportemental, les utilisateurs finaux de l'énergie, les occupants, les opérateurs, les gestionnaires, ont un rôle important à jouer. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une étude qui avait été faite en Grande-Bretagne. C'est une entreprise qui avait plusieurs bâtiments, puis avait implanté dans certains bâtiments juste des solutions technologiques. Dans ce cas-là, en passant, c'était des systèmes de gestion d'énergie, donc du contrôle centralisé. Puis, il l'avait mis de façon, je dirais, un peu froide. Il avait mis ça sans donner nécessairement beaucoup de rétroaction aux occupants, sans impliquer vraiment beaucoup l'équipe. Puis, il allait chercher des gains qui étaient assez faibles, même négatifs. Puis ça, je le vois encore là fréquemment, où un bâtiment qui est bien opéré, on va rajouter un système de contrôle numérique, puis honnêtement, là, vous allez aller chercher presque rien comme économie, puis parfois, on va justement voir un accroissement. Puis dans la même entreprise, il avait fait des programmes où c'était vraiment tout axé sur la formation du personnel d'opération, sur la sensibilisation des occupants, puis ils sont allés chercher 16 d'économie. Puis lorsqu'ils avaient justement implanté dans un autre bâtiment des systèmes de contrôle centralisé, mais combinés avec de la sensibilisation puis de la formation, ils sont allés chercher 23. Puis c'est quelque chose que vous allez voir fréquemment. Donc, ne jamais négliger l'aspect, je dirais, comportemental, ou je devrais plutôt dire l'aspect humain, qui est vraiment important. Puis, en passant, vous allez entendre de plus en plus des entreprises de contrôle vous vendre l'intelligence artificielle. On a des systèmes de diagnostic de défaillance avec intelligence artificielle. La chose que vous ne devez jamais faire, c'est vous fier à ces systèmes-là pour améliorer la performance de votre bâtiment. Ou je devrais plutôt dire, vous fiez uniquement à ces systèmes-là. Ces systèmes-là ne remplacent pas les gens qui sont sur place, qui vont opérer votre bâtiment. Si vous n'allez pas marier l'intelligence artificielle, ou souvent il n'y en a presque pas d'intelligence artificielle dans ça, là, les systèmes de diagnostic de défaillance à vos ressources humaines, ça va être un échec, c'est presque garanti. Donc, faites bien attention de tomber dans le panneau de la mode actuelle d'intelligence artificielle quand ça a rapport, par exemple, à vos systèmes de contrôle. Puis évidemment, on parle d'économie d'énergie. Puis je dis toujours, quand je donne de la formation, je dis toujours aux gens, vous ne voulez pas faire d'économie d'énergie. Je connais très peu de gens qui veulent faire de l'économie d'énergie. Les gens veulent économiser de l'argent, puis ils veulent économiser des gaz à effet de serre. Puis quand on veut économiser des gaz à effet de serre, il faut évidemment savoir d'où ça vient. La plupart des participants aujourd'hui sont du Québec. Donc, vous savez que l'économie électrique au Québec va emmener
des très, très faibles réductions de gaz à effet de serre. On parle de 0,0006, là, si j'ai mis plus petit que 0,001, là, mais c'est très, très faible. C'est pas zéro, mais c'est pratiquement négligeable. Il y a quelqu'un de l'Ontario dans l'assistance. En Ontario, c'est quand même faible. On parle de 0,05, mais il y a d'autres endroits où c'est plus élevé. Donc, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on doit viser pour obtenir les résultats qu'on cherche. Puis si c'est des réductions de gaz à effet de serre, ben vous devez alors savoir que le gaz naturel, souvent le monde utilisait le terme énergie propre pour le gaz naturel, c'est propre juste par rapport au mazout, parce que vous pouvez voir, ça produit 1,9 kg de CO2 par mètre cube. Le mazout, c'est 2,8 kg par litre. Puis en passant, un litre de mazout, un mètre cube de gaz naturel contiennent à peu près la même quantité d'énergie, qui est à peu près 10 kWh. Donc, vous voyez que c'est quand même vrai que le mazout pollue beaucoup plus que le gaz naturel. C'est du mazout numéro 2. Puis vous comparez à l'électricité, ben, vous prenez le chiffre de 1,9, vous le divisez à peu près par 10, ça va vous donner 0,19. Donc, vous voyez qu'au Québec, un mètre cube de gaz naturel, c'est 0,19 kg par kilowattheure équivalent, comparé à 0,0006 pour l'électricité. Donc, c'est vraiment pas une énergie propre. Mais on peut souvent pas s'en passer. Mais encore là, toujours bon d'avoir en tête quels sont nos facteurs d'émission. La plupart d'entre vous le savez probablement déjà, mais c'est un petit rappel. Donc, ça me met la table pour dire, bon, on sait ce qu'on veut sauver. Actuellement, c'est de l'énergie, on veut sauver des gaz à effet de serre. On sait déjà qu'il faut sauver du gaz naturel parce qu'au Québec, comme en Ontario, l'électricité, ça ne va pas emmener des réductions de gaz à effet de serre significatives. Il faut être au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, il faut vraiment en Alberta pour avoir des impacts majeurs lorsqu'on touche l'électricité. Donc, les 7 étapes qu'on doit suivre pour venir à ça, c'est vraiment une structure de gestion d'énergie qu'on va voir. On va commencer par bien comprendre les tarifs et les coûts. Puis ça peut sembler évident, mais je vais vous dire, je suis certain qu'il y a des choses qu'on va soulever que parfois vous allez peut-être dire, oh, il va falloir que je fasse attention. Donc, comprendre tarifs et coûts, se comparer, comprendre quand le bâtiment utilise l'énergie, où le bâtiment utilise l'énergie. Donc, c'est vraiment d'abord d'établir le portrait énergétique de votre installation, de bien le comprendre, d'avoir le pouls de votre installation. Par la suite, lorsque vous le comprenez bien, là, vous pouvez commencer à faire les mesures d'efficacité énergétique qui sont les étapes 5, 6 et 7. Puis en passant, si vous ne faites pas 1, 2, 3, 4, puis vous commencez à 5, 6, 7, puis je le vois des fois, vous allez atteindre des réductions. Mais si vous cherchez à réduire de 40 ou de 30 c'est rare que de façon ad hoc, sans être organisé, que vous allez atteindre des réductions importantes. C'est pour ça que 1, 2, 3 et 4 sont vraiment la base. C'est la fondation pour vous permettre de maximiser le reste de vos efforts. Donc, l'étape 1, c'est évidemment de bien comprendre la structure tarifaire, de bien comprendre les coûts, de bien comprendre la répartition que vous avez selon ce que vous allez viser comme cible. Puis comme je dis, l'énergie, bon, c'est bon à savoir comment notre énergie est répartie, mais ce n'est pas vos cibles. Si vos cibles, en passant, sont une réduction énergétique, je vous dirais tout de suite, questionnez-vous, parce que ça ne devrait pas être un objectif. La réduction d'énergie est rarement le but visé. C'est vraiment les deux autres pointes de tarte qui sont importantes à établir parce que la plupart des organisations veulent, comme j'ai dit, sauver de l'argent ou des gaz à effet de serre. Si on a un bâtiment au Québec, la pointe de tarte bleue ici va être à peu près de 1 ou moins de 1 le gaz naturel ou le mazout vont représenter 99 et plus des émissions. Donc, vous avez tout de suite la réponse sur qu'est-ce que je dois faire pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Puis ça ne prend pas un génie vraiment pour le savoir. Si vous êtes en Ontario, ça va ressembler à ce que vous voyez à l'écran. Ça va être à peu près 10 pour l'électricité, puis 90 pour le gaz naturel. Malheureusement, au niveau des coûts, c'est souvent l'électricité qui va dominer à cause de la structure tarifaire applicable à l'électricité. Donc, vous avez un dilemme. Vous devez sauver du gaz naturel pour réduire les GES, mais ça va amener des réductions de coûts beaucoup plus faibles. Puis là, il y a une solution à ça, c'est évidemment
de trouver des projets où vous allez avoir des économies combinées pour aller chercher une marge de manœuvre financière avec vos mesures électriques qui vont subventionner les mesures qui sont moins rentables de réduction de gaz à effet de serre qui viennent principalement du mazout et du gaz naturel. Puis quand je disais de bien comprendre les coûts, vous voyez à l'écran l'exemple, on a un petit comptable là, tout petit ici là, qui ne comprend pas pourquoi sa facture a augmenté de 15 kWh entre janvier et février, mais ses coûts ont augmenté de pratiquement 5. Évidemment, ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la structure tarifaire qui s'applique à presque tous les tarifs d'électricité, peu importe où on se trouve au pays, où on a un tarif d'énergie puis un tarif de pointe, un tarif de demande. Puis évidemment, quand on a une augmentation comme ça, c'est inévitable que ça va être un problème avec un appel de puissance qui a été trop élevé ou anormalement élevé dans ce cas-là en février, où un 60 kW, dans l'exemple qui est donné ici, a apparu sur une courte période de temps. Ça va vous coûter très cher. Vous êtes probablement conscient, par exemple, au tarif M d'Hydro-Québec. Sur une période de 15 minutes dans le mois, ça peut vous pénaliser sur l'année au complet. Ça va définitivement vous pénaliser sur ce mois-là, puis ça va vous coûter à peu près à 15 par kilowatt de pointe. Donc, c'est bien important de le comprendre. Puis la raison que je parle de ça, c'est qu'éventuellement, lorsque vous allez faire vos plans de décarbonisation ou vos plans d'efficacité énergétique, vous devez quantifier l'impact des mesures que vous considérez. Et là où il y a des erreurs vraiment fréquentes, même j'ai révisé plusieurs audits énergétiques dans ma carrière, puis ça arrive fréquemment que je vois que les économies sont quantifiées sur la base d'un tarif moyen annuel. Ils vont dire, ben, on prend la facture d'électricité totale pour l'année, on divise la facture totale en dollars par les kilowattheures consommés sur cette année-là. Ça nous donne un coût moyen de 10 cents du kilowattheure pour faire un chiffron. Mais vous ne devriez jamais utiliser une moyenne. C'est toujours ce que vous économisez, c'est toujours à la marge. Donc, une des premières choses que vous devez établir quand vous faites un plan d'efficacité énergétique, c'est de bien comprendre votre structure tarifaire, évidemment, savoir c'est quoi l'impact de la demande, de l'énergie, et c'est quoi votre tarif à la marge. Donc, si vous êtes au tarif M d'Hydro-Québec, par exemple, il y a deux paliers pour les premiers 210 000 kWh et pour ceux restants. Vos économies, si vous avez un grand bâtiment, vont toujours se faire sur la deuxième tranche. Donc, vous devez utiliser le tarif qui est plus bas de la deuxième tranche. Donc, c'est qui va être très, très différent du tarif moyen annuel. Même chose pour le gaz naturel. En Ontario, le gaz naturel, c'est souvent un prix fixe. Donc, ce n'est pas très complexe. Au Québec, avec Énergir, on a un tarif à palier. Puis on a un tarif de fourniture, on a un tarif de gaz de compression, on a un tarif qui comprend plein d'autres composantes. Ces composantes-là ne sont pas dépendantes du taux de consommation, du volume de consommation, alors que le tarif de fourniture, lui, est à palier. Donc, vous devez savoir quel est votre tarif marginal pour toutes les sources d'énergie. Puis, si vous avez fait faire des audits énergétiques, vous devriez retrouver ça dans votre audit. Quel est le tarif marginal? Le tarif moyen peut être expliqué. En moyenne, dans l'année, vous payez tant, mais toujours avoir le tarif marginal et le tarif de demande et vos mesures, que ce soit des mesures de décarbonisation ou des mesures d'efficacité énergétique, toujours les quantifier basées sur le tarif marginal et toujours séparément la puissance de l'énergie. Il y a beaucoup de mesures qu'on met en place qui ne sauvent zéro demande. Donc, ils vont toujours être quantifiés seulement sur le coût à la marge du kilowattheure. C'est quelque chose qui, malheureusement, on voit souvent qui est fait de façon erronée, soit dans un recommissioning, soit dans un audit énergétique. Donc, assurez-vous de bien comprendre le tarif et d'utiliser le bon tarif à la marge. C'est la première étape des 7 étapes. La deuxième étape, c'est de savoir où est-ce qu'on se retrouve actuellement, où est-ce que votre établissement se retrouve. Ça, dans le secteur institutionnel, habituellement, vous êtes quand même bien outillé pour ça. Vous pouvez utiliser le Energy Star, ce portfolio manager qui va vous donner soit une cote Energy Star, soit votre intensité énergétique. Il y a beaucoup de ministères qui vont aussi avoir des rapports annuels pour l'ensemble du parc. Vous pouvez vous comparer. Par exemple, dans Energy Star, les hôpitaux ont une moyenne de 2,54 gigajoules au mètre carré.
Mais l'autre chose que vous devriez faire, évidemment, c'est de faire également un suivi à l'interne. Ça veut dire votre propre suivi année par année. Puis encore là, dans le secteur institutionnel, peu importe la province, habituellement, c'est déjà fait. Faites toujours attention du type d'intensité énergétique que vous allez utiliser. On peut l'avoir au pied carré. Euh, c'est c'est bien de l'avoir au pied carré, même, je dirais, dans la plupart des secteurs, c'est vraiment idéal. Lorsque vous êtes dans le secteur des soins de santé, souvent le nombre de lits peuvent affecter de façon importante. Donc, il y a des établissements qui ont vraiment une densité de lits, donc d'occupants plus importants. Alors, quand je fais des analyses énergétiques dans le secteur, mettons, des soins de longue durée, euh, même des hôpitaux, je vais souvent y aller, je vais présenter les deux par nombre de lits et par pied carré. Je sais que probablement que vous le faites également. L'autre chose qui n'est pas mentionnée ici, puis que vous devriez toujours faire, c'est toujours rapporter votre intensité énergétique par source d'énergie. En chauffage ou c'est au gaz naturel, évidemment, et séparément sur l'électricité, parce que vous pouvez identifier à quel est le point faible de votre établissement. Vous pouvez le faire également pour la demande. Puis là, vous pouvez vous comparer si les autres établissements suivent la même politique de benchmarking, parce que souvent, on peut voir, hey, je suis très bon en électricité, mais c'est vraiment en gaz naturel où ma consommation unitaire est beaucoup plus élevée. Donc, si possible, toujours le faire séparément. Ça va vous donner un outil de diagnostic encore plus détaillé. Puis on dit, là, on est rendu à l'étape 2. On voit qu'on commence à bien comprendre notre bâtiment. Puis, comme c'est marqué ici, l'analyse comparative et fondamentale. Ce que vous voyez là, c'est Portfolio Manager. Portfolio Manager va vous donner un score. Votre score va vous dire à quel centile vous vous trouvez. Si vous avez un score de 50, vous êtes en plein dans la médiane. Puis évidemment, si vous avez un score de 95, il y a seulement 5 des établissements qui auraient une meilleure performance que vous. Puis, je mentionnais de le faire aussi historiquement. Toujours faire un benchmarking par rapport à vous-même dans le temps. La meilleure approche pour faire ça, et si vous ne le faites pas, je vous encouragerais de commencer à l'analyser, c'est utiliser ce qu'on appelle une technique de Q-sum. Quand vous utilisez un Q-sum, plusieurs avantages à ça. Un Q-sum est basé sur une régression linéaire de la performance de votre bâtiment, de performance énergétique, évidemment, par source d'énergie pour une année de référence. Et cette régression-là tient compte de facteurs qu'on appelle indépendants, c'est habituellement la météo. Donc, les degrés jours de chauffage, les degrés jours de refroidissement. Si vous avez des données sur le taux d'occupation de l'établissement, vous pouvez les entrer. Vous pouvez faire une régression qui aurait 3 paramètres, ce qui veut dire que la performance pour l'année de référence va être automatiquement ajustée pour les données météo, les données d'occupation de cette année-là. Et chaque fois que vous recevez une nouvelle facture d'énergie, vous rentrez ça dans votre QSUM et là, ça va vous donner une courbe qui va soit descendre, soit rester plate, ce qui voudrait dire que votre performance demeure identique et c'est automatiquement ajusté pour les paramètres indépendants. Si vous utilisez un outil comme RedScreen, les degrés jour chauffage, degrés jour de climatisation se mettent automatiquement à jour. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça. Évidemment, si vous avez également fait un ajustement pour le taux d'occupation, vous allez devoir entrer cette valeur-là. Mais dès que vous allez voir une pente descendante, vous savez que vous améliorez. Dès que vous voyez qu'il y a un changement de pente, bien, il s'est passé quelque chose et votre performance ne s'améliore plus. Ça peut vous donner immédiatement le signal d'aller investiguer ce qui se passe dans le bâtiment. Donc, un QSUM, c'est très, très utile. C'est facile à monter, surtout si vous utilisez un outil automatisé comme RedScreen, et ça va tenir compte des variables qu'on appelle indépendantes qui ne sont pas sous notre contrôle, donc la température et possiblement l'occupation. Donc, lorsqu'on passe de la deuxième étape, le benchmarking, à la troisième étape. Donc, vous voulez avoir une structure qui a tout ça en place, vous devez commencer à comprendre quand est-ce que vous utilisez votre énergie. Puis là, on va regarder deux choses, les données mensuelles et les données aux 15 minutes. Puis encore là, si vous voulez vraiment aller chercher des réductions de consommation importantes, vous devez regarder ça de façon fréquente. Tant les données aux 15 minutes
qui sont disponibles, évidemment, que les données mensuelles. Les données mensuelles, ça peut avoir un impact majeur sur vos actions que vous allez prendre en termes de décarbonisation. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un profil pour un hôpital au Nouveau-Brunswick, où ils voulaient décarboniser, puis ils visaient d'abord la chaufferie. On a beaucoup de charges de chauffage, on va vraiment s'attaquer à notre chaufferie pour le chauffage d'espace. Mais lorsque vous avez un profil mensuel, vous pouvez regarder quelle est votre charge de base. La charge de base, c'est vous allez consommer en juillet, en août, lorsqu'il n'y a pas de chauffage d'espace. Il peut y avoir du réchauffage de ventilation parce que vous avez un système, disons, double gaine ou un système multiple zones avec des serpentins de réchauffe. Mais ça, c'est plus du chauffage d'espace. C'est du réchauffage dû au type de système de ventilation qu'on a. Donc, cette charge fixe-là est pratiquement la même tous les mois de l'année. Donc, en regardant votre profil, vous pouvez dire, ben, mon chauffage d'espace, c'est quoi finalement? Puis dans ce cas-là, alors qu'il pensait que le chauffage d'espace était dominant dans l'hôpital, si on fait le calcul avec notre charge de base, ça demeure approximatif, il faut s'entendre, mais ça donne des bons ordres de grandeur. Il y avait seulement 35 de la consommation qui était au-dessus de la ligne des charges de base. Donc là, ça leur a dit une chose. Si vous voulez vraiment réduire votre consommation de mazout, dans ce cas-là, donc gaz à effet de serre, vous ne pouvez pas juste vous attaquer au chauffage parce que votre consommation de base représente 65 de votre consommation, ce qui voulait dire les sécheuses, les stérilisateurs, euh, la cuisson, donc tout ce qui est des charges qui sont indépendantes de la température extérieure et le réchauffage terminal qui peut être associé à un mauvais contrôle des températures d'alimentation de nos systèmes. Donc, ce type d'analyse-là vous dit quand est-ce qu'on utilise l'énergie, vous permet de quantifier, puis vous permet probablement de diriger vos actions que vous allez prendre en termes de décarbonisation. Évidemment, si vous faites une régression, on parle de la régression linéaire qui est ici, ça va également vous indiquer l'intersection avec l'axe, vous donne quelles sont vos charges de base. C'est cette régression-là qui est utilisée pour faire une courbe QSUM, mais elle vous donne d'autres informations, dont la quantification des charges de base. Ça, c'est la première chose pour savoir quand on utilise l'énergie, qui permet de quantifier. Si vous avez accès aux données aux 15 minutes, pour l'électricité, c'est très rare qu'on n'a pas accès à ces données-là. Pour le gaz naturel, c'est plus rare. Pour le mazout, c'est très, très rare. Donc, vous devez analyser si possible. Et encore là, vous pouvez utiliser RedScreen pour analyser ça ou d'autres outils. Là, RedScreen est un outil du fédéral. Euh, Parce que vos profils horaires aux 15 minutes vont révéler des anomalies, vont révéler un potentiel d'amélioration. Par exemple, surtout en termes de demande, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on a des pointes anormales? On peut dire, ah, ici, est-ce que cette pointe-là aurait pu être éliminée? Et si c'est le cas, ça aurait amené des économies importantes. Puis ça peut également faciliter l'implantation d'autres mesures, je dis le financement croisé des économies électriques vers des mesures vers le gaz naturel. Si vous voulez faire vraiment une décarbonisation, dire, ben, si je vais avoir un système hybride, gaz électrique, si vous avez les données aux 15 minutes de gaz naturel et les données aux 15 minutes d'électricité, vous pouvez faire un match entre le gaz naturel et l'électricité. Puis, avec un petit chiffrier Excel relativement simple, vous pouvez voir combien est-ce qu'il y a de trous dans mon profil électrique qui peuvent être remplis par une pompe à chaleur, par un refroidisseur et récupération de chaleur, sans créer de demande additionnelle sur une base mensuelle. Et en ayant les données de gaz naturel, ça vous permet de quantifier combien de gaz naturel peut être transféré à un système de chauffage hybride. Au lieu d'être un calcul absolument théorique, basé sur toutes sortes d'équations d'ingénierie qui ont plein d'incertitudes, si vous avez les données aux 15 minutes, vous allez avoir un portrait réaliste du potentiel de gestion de la demande de chauffage entre gaz naturel et électricité pour un système hybride. Un autre exemple de ce que vous pouvez aller chercher avec les données aux 15 minutes, c'est du diagnostic d'anomalie. Quand vous voyez un profil comme ça avec des pointes, des pointes anormales en fin de journée,
qui ne correspondent à rien de ce que l'équipe d'opération peut comprendre. C'est souvent un problème de contrôle. Dans ce cas-là, ça en était un. C'est un problème de contrôle de chauffage électrique. Et on avait en pleine nuit du cyclage qui était dû à un mauvais contrôle d'un refroidisseur. Donc, euh, mettez en place un système de gestion d'énergie avec une équipe énergie qui peuvent passer en revue ces profils-là sur une base mensuelle. Ça permet de bien comprendre le comportement du bâtiment, d'identifier des opportunités. Et comme je dis, quand vous voulez avoir vraiment un objectif majeur de réduction de consommation de gaz à effet de serre, c'est vraiment la meilleure façon de procéder, c'est de vraiment comprendre le pouls de votre bâtiment. Finalement, la dernière étape, je dirais, au niveau de la fondation de votre programme énergie ou de votre programme de gestion d'énergie, c'est de comprendre où est-ce que l'énergie est utilisée. Malheureusement, il y a souvent des mauvaises compréhensions d'où l'énergie est utilisée. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de l'hôpital qui pensait que la majorité allait au chauffage alors que la majorité allait aux charges de base est un exemple de ça. Donc, vous devriez tenter d'établir comment se répartit la consommation d'énergie dans votre établissement. Un audit énergétique va faire ça pour vous si c'est un bon audit. Faites attention de ne pas le prendre comme du cash. Ce n'est pas parce que ça vient d'une firme d'ingénierie. J'en ai fait des audits, puis je suis sûr que si des fois je pourrais réviser certaines de mes répartitions, je dirais oh, c'est pas correct. Regardez ça, regardez vos profils mensuels, parce qu'on a regardé pour lui, pour le gaz naturel, vous pouvez le faire pour l'électricité. La bosse en été d'un profil électrique, c'est votre refroidissement relié au refroidissement d'espace. Vous avez du refroidissement de procédés, de serveurs, de machines médicales, c'est une consommation de base, mais ça va vous donner, si vous passez la ligne en bas de la bosse d'été, ça va vous donner votre consommation en refroidissement de façon probablement beaucoup plus précise que les calculs ingénierie qu'on pourrait faire. Souvent, cette consommation-là représente 10-12 du total de la consommation électrique. C'est beaucoup moins que la plupart des gens estiment dans bien des cas. Donc, établissez votre profil de votre répartition par usage, puis ça va vous donner où sont vos grosses cibles de réduction potentielle. Une des choses qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on fait ce type de répartition-là, ce sont les charges aux prises, les charges de procédés. Dans un établissement de santé, il y a beaucoup d'équipements. Puis souvent, cette consommation-là est de loin la plus importante d'un point de vue électrique. Si vous recevez une analyse, un audit qui vous dit que cette consommation-là, des charges aux prises, des équipements médicaux, tout ça, représente 10-15 de votre consommation électrique, c'est garanti que c'est incorrect. Ça va être souvent 40 de la consommation électrique. L'éclairage va souvent être la moitié moindre que les charges de base. Donc, établissez comment la consommation se répartit. Ça va vous donner des bons barèmes pour comparer des économies qui vous sont soumises ou vous calculez pour cet usage-là pour voir si c'est du bon sens. J'ai déjà eu un client qui voulait avoir un toit, une membrane blanche sur son toit et le vendeur lui donnait des économies qui étaient supérieures à des économies de climatisation qui étaient supérieures à sa consommation de climatisation. Donc, c'était évident que c'était impossible. Donc, c'est une information qui est très utile. Encore là, si vous voulez aller chercher une première, je dirais, évaluation de cette répartition-là, vous pouvez utiliser Red Screen. Ils ont des archétypes, donc des bâtiments typiques qui sont disponibles, que vous pouvez adapter pour qu'ils ressemblent à votre bâtiment et il va vous donner une répartition de la consommation. Faites très attention, encore là, cette répartition-là est extrêmement dépendante de vos entrées. Donc, c'est vraiment vous qui allez dicter la répartition. Donc, vos entrées de données dans ce modèle-là sont critiques. Donc là, vous avez établi la base. Maintenant, vous devez établir quelles sont les économies, où on va aller chercher nos économies. Vous pouvez encore là utiliser Red Screen si vous voulez. Il y a plusieurs archétypes qui sont définis avec des mesures déjà définies pour vous donner des idées. Ils vont vous donner la réduction de gaz à effet de serre. Donc, vous pouvez passer à travers un modèle Red Screen pour aller voir où est-ce qu'ils sont allés chercher leurs économies. Mais dans les faits, vous êtes probablement mieux de passer vous-même à travers les étapes 5, 6 et 7, qui s'appelle éliminer le gaspillage. C'est les pertes. Le gaspillage, un terme qui peut être péjoratif un peu. Améliorer le rendement, puis optimiser l'approvisionnement.
Puis c'est vraiment l'ordre logique qu'on veut suivre. Vous ne voulez pas commencer à optimiser l'approvisionnement sans avoir éliminé le gaspillage et on va en donner des exemples ici. Donc, quand on parle d'éliminer le gaspillage, c'est vraiment lorsqu'on fournit plus d'énergie dans notre bâtiment que ce qui est vraiment requis pour répondre aux besoins réels. Ça, j'en vois régulièrement. On peut penser que non, nous autres, on répond vraiment juste aux besoins. Je pense qu'il n'y a pas aucun bâtiment que je vais voir où on répond seulement aux besoins réels. Souvent, c'est des besoins perçus. Je fais des audits actuellement dans le secteur universitaire où je vois encore des systèmes de ventilation qui roulent 24 heures sur 24 suite à la COVID. Puis là, je leur demande pourquoi et ils n'ont aucune idée. C'est le même depuis 2020. Ça n'a jamais été requestionné. Alors que ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un CHSLD, ce n'est pas une résidence pour personnes âgées. Il n'y a pas ce type de besoin-là. Donc, première étape à faire, lorsque vous mettez en place un plan comme ça, en suivant les 7 étapes, vous devez définir quelles sont les exigences opérationnelles de votre bâtiment. Ça devient des cibles. On ne peut pas optimiser sans avoir une cible. C'est comme faire du tir à l'arc sans avoir de cible. Comment vous savez que vous allez frapper le centre? Parce que vous n'avez pas de cible. Donc, vous devez établir les besoins. La plupart du temps, les bâtiments n'ont pas ça, des exigences opérationnelles du bâtiment, parce qu'ils disent, ben, mes opérateurs le savent, les gestionnaires le savent, mais ça devrait vraiment être formalisé. Quand on fait une remise en service d'un bâtiment, un recommissioning, c'est un document central de, du recommissioning, c'est d'établir les exigences opérationnelles du bâtiment. Vous allez avoir la présentation, donc vous pourrez relire ça, c'est tout petit, là, mais c'est vraiment quelque chose qui va dire qualité d'air, quelles sont les exigences. Ça peut être HRE 62.1, ça peut être CSA, ça peut être HRE 241, le nouveau standard sur la. Donc, mais soyez précis. Si HRE présente 3 méthodes pour se conformer, définissez laquelle vous voulez vraiment suivre. Donc, soyez très précis pour les températures, la qualité d'air, le niveau de filtration. Tout ça doit être défini. Puis là, ça va présenter vos exigences opérationnelles. Et maintenant, on peut prendre ça, puis regarder l'opération des systèmes, dire est-ce que mes systèmes rencontrent ces exigences-là ou vont au-delà des exigences? S'ils vont au-delà des exigences, c'est là qu'on peut commencer à optimiser. Donc, comme je dis, dans bien des cas, quand on dit ne pas faire de gaspillage, ça peut être juste d'optimiser les horaires. En remise en service de bâtiment, l'optimisation des horaires demeure la mesure la plus importante. C'est drôle à dire. On pense, c'est sûr que dans le secteur hospitalier, vous pouvez dire, ben là, mes horaires sont 24 heures sur 24. J'ai fait il y a plusieurs années un projet pour le CI3S du Bas-Saint-Laurent où on a optimisé les horaires parce qu'il y avait des sections d'un système de ventilation où c'était inoccupé la nuit puis la fin de semaine à cause de changements de vocation, mais c'est un gros système de ventilation qui le desservait. Eh bien, mon collègue là-bas a ajouté des volets d'isolation et on pouvait sectionner finalement une partie du système de ventilation pour que cette partie-là ne soit pas ventilée. Évidemment, ça, c'était avant la COVID. Mais comme je dis, même après, il faut faire attention. Lorsqu'on a une meilleure filtration, on peut quand même faire des arrêts de système. Lorsqu'on peut parfois abaisser les niveaux de débit d'air, même si c'est juste 10% en période de plus faible occupation, ça peut amener des économies importantes. N'oubliez jamais, lorsque vous ralentissez un ventilateur de 10%, vous sauvez pratiquement 30% de la consommation du moteur. Je sais que c'est électrique, mais encore là, on dégage la marge de manœuvre pour nos autres mesures qui, elles, peuvent emmener des réductions de gaz à effet de serre. Puis en passant, lorsqu'on baisse les débits de ventilation, ça peut également baisser le chauffage terminal parce que beaucoup de vos bâtiments vont avoir de la réchauffe terminale. Donc, si vous pouvez abaisser ça, ça va amener une réduction des économies. C'est un autre type de mesure. Alimenter aux bonnes températures, s'assurer que l'air alimenté n'est pas trop froid pour éviter le réchauffage. C'est une mesure encore là qui est très fréquente. Donc, lorsqu'on parle d'éliminer le gaspillage, répondre aux besoins réels, c'est vraiment ça. La meilleure façon de cerner ces opportunités-là, c'est pas un audit énergétique. L'audit énergétique est bon pour aller chercher des mesures en investissement en capital la plupart du temps. Un CXBA, qui est un recommissioning,
c'est une mesure qui va vraiment se. C'est pas une mesure, je devrais me corriger. C'est une approche systématique d'optimisation qui va identifier vraiment le maximum de ces opportunités-là de réduction de pertes, gaspillage, d'optimisation opérationnelle à faible coût. Vous êtes probablement conscient, il y a un programme en Ontario, il y a un programme au Québec d'aide financière, donc dans les deux provinces, pour le recommissioning. Dans les autres provinces, je ne pense pas qu'il y ait personne d'autre aujourd'hui qui est présent, qui viennent d'ailleurs, là, mais je ne pense pas qu'il y a d'autres programmes. Mais s'il y en a pour les regarder, ce n'est pas une mesure, mais c'est vraiment quelque chose qui, la plupart du temps, va amener des économies d'énergie. Pour le chauffage, c'est habituellement de l'ordre de 15. Ça peut monter jusqu'à 30 dans les meilleurs cas, mais c'est fréquent que ce soit autour de 15. C'est moins sur l'électricité parce que on ne sauve pas beaucoup sur les charges aux prises en recommissioning, les équipements médicaux et tout ça. Alors, habituellement, sur l'électricité, on parle plutôt de 5 à 7 d'économie en recommissioning. Quelques exemples de recommissioning, de mesures de recommissioning, des pompes qui opèrent en parallèle parce qu'il y en avait une qui avait été mise en mode manuel, puis en passant des pompes qui sont sur le même, sur la même aspiration et le même refoulement qui fonctionnent en parallèle. Très, très rarement que c'est efficace. C'est presque toujours du gaspillage. C'est un exemple qu'on a trouvé. Celui-là, je l'aime. C'est un hôpital sur lequel je viens tout juste de travailler. 420 000 CFM d'air extérieur sur 12 systèmes de ventilation, tous dotés de roues thermiques, dû à une mauvaise séquence de contrôle, dont même le plus gros du travail de cette mesure-là, c'est de convaincre les gens qu'ils ont la mauvaise séquence de contrôle. La roue thermique ne fonctionnait pratiquement jamais, ou les 12 roues thermiques. Puis une simple révision de la séquence de contrôle amènerait 1300 tonnes de réduction de gaz à effet de serre et 320 000 d'économie par année. Puis ça, c'est un cas réel. Puis donc, parfois, on peut se pincer pour dire que ça ne se peut pas que ça soit de même. Puis il n'y a personne qui voulait mal faire. Les gens étaient convaincus que ça fonctionnait parce qu'à moins qu'on regarde la roue tout le temps, puis voir est-ce qu'elle fonctionne, qu'on fasse un suivi serré, ça peut passer inaperçu. Donc, le recommissioning peut emmener ce type de mesures-là. Puis encore là, c'est pour vous donner des exemples de comment, au niveau de cette première étape-là d'identification des mesures, c'est important parce que si vous laissez le système fonctionner tel quel, puis vous voulez mettre une pompe à chaleur, la pompe à chaleur pour le chauffage va avoir une grosse charge. Elle ne pourra pas le rencontrer. Ça coûterait tellement cher de mettre une pompe à chaleur de la bonne taille. Donc, vous voulez réduire le plus possible votre charge pour pouvoir par la suite implanter les mesures plus dispendieuses, mais finalement à moindre coût parce qu'ils vont pouvoir être dimensionnés de façon plus raisonnable. D'autres exemples, lorsqu'on voit ça c'est un bon exemple d'indicateur de potentiel de recommissioning, lorsque des dérogations, qu'on appelle des overrides manuels, sur le système de gestion du bâtiment, c'est habituellement un indicateur de problème. Puis lorsque c'est sur l'horaire, bien évidemment, ça coûte très cher parce que là, cet horaire-là serait en mode occupé tout le temps, tout en demeurant conscient que dans bien de vos bâtiments, plusieurs systèmes doivent fonctionner 24 heures sur 24, mais prenez pas ça comme étant la situation par défaut. Ça devrait être toujours analysé au cas par cas. Donc, je vais sauter sur celle-là parce qu'on va manquer un peu de temps si je continue. Vous devriez avoir des listes de contrôle. Malheureusement, l'exemple que j'ai ici provient de mon collègue. Je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais vraiment, c'est des listes de vérification, savoir voici les opportunités. Est-ce que mes systèmes rencontrent les différentes opportunités d'économie? Puis s'ils ne les rencontrent pas, bien là, ça devient quelque chose que vous pouvez adresser dans votre comité énergie avec vos opérateurs. Est-ce qu'on pourrait implanter la mesure X, Y, Z? Une fois que vous avez fait votre recommissioning ou à l'interne, optimisé votre opération, vous devez, puis souvent on le fait en parallèle en passant l'étape 5 et 6, on veut maximiser le rendement. Maximiser le rendement, ça ne veut pas nécessairement dire remplacer l'équipement. Ça veut dire ce que vous avez en place, est-ce qu'il opère à son maximum de potentiel? Donc, on parle de vérifier l'entretien, la mise au point régulière, la séquence d'opération. Encore là, j'ai un autre exemple d'un hôpital où il y avait plusieurs refroidisseurs, puis
les refroidisseurs, la séquence d'opération était loin d'être optimale. C'était toujours le refroidisseur qui finalement avait le moins bon rendement, qui était pratiquement toujours en priorité parce qu'il pensait qu'il avait le meilleur rendement, mais ça n'avait jamais été vérifié. Donc, ce type de mesures-là, c'est des mesures qui, c'est pas du gaspillage, mais ça se ressemble un peu à ça dans le sens que vous n'opérez pas nécessairement au point d'opération le plus efficace de votre bâtiment. L'entretien des filtres. Si vos filtres ne sont pas remplacés au bon moment, puis deviennent encrassés, puis vous avez un système à débit variable, ben, ça va vous coûter quand même passablement. J'ai mon collègue, il l'avait fait, il n'était pas à sa maison pendant une couple de mois, puis les gens à sa maison n'avaient pas changé les filtres. Puis juste le fait de ne pas avoir changé le filtre faisait passer la consommation de 111 watts, évidemment, c'est un exemple résidentiel, à 353 watts. Ça prenait, je pense, 2 semaines pour payer un nouveau filtre à cette différence-là. Puis prenez ça, puis multipliez par 100 pour un plus gros système de ventilation, vous allez avoir le même impact. Donc, puis évidemment, il y a tout l'aspect sanitaire relié à ça. C'est juste un exemple. Des serpentins encrassés auraient le même exemple. Le manque d'isolant de tuyauterie, souvent, je vais faire des audits, peu importe le secteur, que ce soit dans le secteur santé ou de bureau, où je vais voir que des travaux ont eu lieu, l'isolation n'a pas été remise en place. Évidemment, si c'est de la vapeur, c'est encore pire parce qu'on a des pertes qui sont importantes. Souvent, il y a du manque d'isolant autour des fittings. Pourtant, il se vend des sacs avec velcro qu'on peut mettre autour. Puis, ça peut amener des pertes significatives. Vous rentrez dans une pièce mécanique, puis il fait 50 degrés Celsius là-dedans. Vous savez que vous avez des problèmes de perte de chaleur. Donc, plusieurs exemples pour optimiser l'équipement en place. Dernier exemple pour optimiser l'équipement en place. Je vais zoomer là-dessus ici parce que dans les hôpitaux, puis dans tous les bâtiments institutionnels, vous risquez d'avoir des systèmes de pompage où il y a des vannes à triple fonction, qui sont check valves, qui sont vannes d'étranglement, puis ils sont vannes d'isolement. Puis souvent, c'est utilisé par le balanceur pour vous donner le bon débit. C'est extrêmement inefficace. La plupart du temps, au prix que les entraînements à fréquence variable sont rendus, ça vaut la peine d'acheter un entraînement à fréquence variable, de l'installer sur la pompe. Si le moteur n'est pas compatible, acheter un autre moteur en même temps. La rentabilité risque quand même d'être là. Et ouvrez la valve d'étranglement tout en réduisant la vitesse du moteur. Vous n'allez pas convertir votre système à débit variable, mais vous allez réduire le débit de façon très, très efficace, alors que l'étranglement, c'est la façon la moins efficace de réduire le débit. C'est un autre exemple de optimiser le rendement de ce que vous avez sur place. Évidemment, vous pouvez toujours par la suite optimiser l'approvisionnement. On va en parler. Ça, c'est la dernière des 3 méthodes d'économie d'énergie qu'on doit faire dans le bon ordre. Vous pouvez quand même considérer l'enveloppe du bâtiment. La plupart du temps, l'enveloppe du bâtiment amène des investissements importants, ce qui fait qu'on va souvent l'emmener à la prochaine étape, mais ça peut être considéré ici, surtout lorsque c'est des opportunités. Vous devez changer la toiture, rajouter de l'isolant. Vous devez changer de la fenestration, aller vers une fenêtre plus efficace. Et l'outil Red Screen est vraiment utile pour quantifier les économies associées à ce type d'intervention-là. Se doter d'une caméra thermique, si vous n'en avez pas, peut être très, très utile. La caméra thermique peut servir à du diagnostic d'enveloppe et également du diagnostic électrique mécanique. Donc, c'est un outil très utile que vous devriez avoir. Les caméras thermiques sont rendues beaucoup moins dispendieuses qu'avant. L'éclairage. Quand je fais de la formation pour la réduction de gaz à effet de serre, souvent je demande aux gens qu'est-ce que vous avez fait pour réduire vos gaz à effet de serre. Je vous dirais 90 du temps, j'ai des réponses qui me disent on a mis des DEL. Les DEL, c'est bon pour se dégager de la marge de manœuvre électrique. On veut baisser notre kilowatt pour pouvoir installer une pompe à chaleur. Ça ne sauve pas de gaz à effet de serre dans la plupart des provinces qui ont une production propre d'électricité. L'Ontario, le Québec, le Manitoba, les DEL vont créer une hausse de la consommation de gaz à effet de serre parce qu'il y a les effets croisés. Les effets croisés font que vous allez augmenter votre charge de chauffage, vous allez réduire votre charge de climatisation, donc vous allez sauver en climatisation, mais ça ne sauve pas de gaz à effet de serre au Québec, très peu en Ontario.
mais ça va augmenter votre chauffage, ce qui fait que vous allez augmenter vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans bien des cas, je ne vais pas généraliser, mais je dirais 90, peut-être 95 des cas, l'éclairage amène une hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est bon parce que ça vous dégage la marge de manœuvre d'un point de vue financier en réduisant vos coûts électriques et en réduisant votre appel de puissance qui va vous permettre potentiellement d'installer plus de pompes à chaleur, qui est vraiment ce qu'on va voir là, à l'étape 7, l'optimisation de la source d'alimentation. Donc, ce qu'on a vu à date, c'est les actions qui sont vraiment d'optimiser ce qu'on a en place. C'est éliminer le gaspillage, maximiser l'efficacité énergétique. Ça peut se faire à coût faible et ça, on peut également le faire en investissement plus, en mettant des équipements plus efficaces, en mettant des systèmes de contrôle automatique, mais ça peut se faire également à coût inférieur. Une fois que vous avez passé à travers ces mesures-là, vous devez considérer, là, mon bâtiment, ma maison est en ordre. Là, je suis prêt à optimiser l'approvisionnement. Puis là, c'est vraiment de commencer à considérer des mesures qui vont être beaucoup plus lourdes, qui vont amener des investissements plus importants. Évidemment, vous voulez vous assurer, surtout si on parle de réduction de gaz à effet de serre, on touche au chauffage, l'appel de puissance, c'est vraiment critique. Vous devez tenter d'aplanir le plus possible votre profil, vous dégager de la marge, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des mesures comme les DEL, parce que ça va vous dégager de la marge au niveau de la demande en puissance. Donc, pour les systèmes hybrides, ça va être très utile. Puis, comme j'ai dit, si vous considérez des systèmes hybrides, vérifiez si vous pouvez avoir vos données horaires de gaz naturel, 15 minutes d'électricité. Ça va vous éviter beaucoup de jeux de devinettes sur comment vous allez sauver de gaz naturel puis comment de consommation d'électricité vous allez avoir en plus. D'autres exemples qu'on a ici, c'est évidemment la récupération de chaleur. Dans le secteur de la santé, surtout les hôpitaux, moins pour les CHSLD, les RPA, c'est d'utiliser des refroidisseurs à récupération de chaleur. Beaucoup de rejets de chaleur qui peuvent être utilisés au niveau du chauffage. C'est déjà très utilisé au Québec, les refroidisseurs à récupération de chaleur. Évidemment, ça veut dire éliminer le refroidissement gratuit. Je déteste le terme refroidissement gratuit parce que vous rejetez de la chaleur à l'extérieur. Ce n'est pas du refroidissement gratuit, c'est du gaspillage. Parce que tout ce que vous rejetez à l'extérieur de votre bâtiment, lorsque vous faites du refroidissement gratuit, pourrait potentiellement servir à chauffer votre bâtiment. Donc, dès que vous avez la possibilité d'éliminer ça, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça du jour au lendemain, là, mais gardez toujours en tête que le refroidissement gratuit, il vous coûte quelque chose parce que vous rejetez la chaleur de votre bâtiment à l'extérieur. C'est là que des sources comme des pompes à chaleur, refroidisseurs récupérateurs de chaleur deviennent très, très utiles. C'est des sources électriques. C'est pour ça que vous devez gérer la puissance. La plupart des bâtiments, comme on est pas mal conscient au Québec, doivent souvent avoir des systèmes hybrides, gaz électrique, parfois c'est biomasse électrique ou mazout électrique pour gérer l'appel de puissance. Vous pouvez aller également en récupération. Ce que vous voyez ici, c'est un tout petit système là, de récupération sur les eaux grises. Il y a un hôpital à Toronto qui, eux, récupèrent la chaleur des eaux noires de l'hôpital pour chauffer l'hôpital. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faudrait que je pense que c'est peut-être Sick Children. Il faudrait que je vérifie. Là. Ça a été inauguré cette année. Puis je pense qu'aussi à Vancouver, il y en a un qui fait ça. Donc, c'est un autre type de récupération de chaleur. La récupération de chaleur sur l'air neuf, sur l'air extérieur, évidemment, c'est très bon, mais il faut que ça fonctionne correctement. Vous avez vu l'exemple précédent où les gens avaient payé pour 12 récupérateurs de chaleur qui étaient mal contrôlés. Donc, toujours faire attention. Ces systèmes-là sont souvent des systèmes plus complexes, bien que la récupération de chaleur, ces eaux grises que vous voyez ici avec le serpentin de cuivre, c'est vraiment pas complexe. Mais souvent, c'est plus complexe. Donc, soyez très conscient de l'entretien que ces équipements-là vont avoir besoin. D'autres exemples, système de chauffage de l'air solaire, c'est ce qu'on appelle des solar walls. C'est bon si vous avez un système 100% d'air neuf et vous avez une façade qui a besoin d'avoir un nouveau parement. Dans ce cas-là, la rentabilité peut être présente. Puis évidemment, les systèmes hybrides, très présents au Québec, moins présents en Ontario, mais ils vont le devenir de plus en plus.
Un bon système hybride de nos jours serait possiblement une pompe à chaleur air-eau, alors ce qui est quand même plus efficace qu'une chaudière électrique, une capacité plus grande pour un appel de puissance plus faible. Il y a évidemment l'impact des basses températures où ces pompes à chaleur-là, autour de moins 15, ne vont pas fournir suffisamment d'énergie puis vont être à l'arrêt. Donc, c'est le type de mesure que vous voulez considérer à la fin, lorsque vous avez passé à travers les deux premières pour vraiment investir dans ces mesures-là qui vont vraiment amener des grosses réductions, mais si vous voulez minimiser le coût de ces mesures-là, vous devriez avoir fait les étapes 5 et 6. Puis la façon de mettre en œuvre, je sais qu'il me reste seulement une couple de minutes, là, puis je vous laisserai le temps de lire ça. Vous pouvez faire un audit énergétique. L'audit énergétique devrait vous présenter les 7 étapes, bien que les étapes 5 et 6 sont souvent moins analysées dans un audit énergétique, mais le 1, 2, 3 et 4 devraient être présentés, pourraient vous servir de base pour établir votre propre structure interne. Si vous voulez vraiment creuser pour 5 et 6, puis en passant 1, 2, 3, 4, vous n'avez pas besoin d'un audit, vous pouvez le faire à l'interne aussi, là, mais un audit va vous fournir ça. Vous pouvez commencer par ce qui s'appelle une chasse au trésor énergétique. Mon collègue Steven a adapté la chasse au trésor énergétique qui avait été développée par US DOE pour le marché canadien, où c'est vraiment un mini recommissioning, où vous mettez ensemble des gens du bâtiment, pas juste des opérateurs. Ça peut être des gens du côté des finances, ça peut être un représentant des occupants, puis vous passez 1 ou 2 journées ensemble à comprendre le bâtiment, passer à travers les étapes 1, 2, 3 et 4, présenter vraiment ça. Puis par la suite, vous allez visiter le bâtiment, tenter de trouver des opportunités. Puis vous revenez ensemble, vous mettez toutes vos idées ensemble et ça produit une chasse au trésor qui peut être répétée dans le bâtiment ou dans d'autres bâtiments. Et un exemple qui a été fait par Steven et moi-même dans un soin de longue durée en Ontario, où on a fait une chasse au trésor et on a identifié pour 18 de réduction d'économie de coûts et 32 de réduction de gaz à effet de serre par des mesures qui, pour la majorité, étaient à faible investissement. C'était beaucoup des mesures opérationnelles. Encore là, vous pourrez lire le titre. Il y a quelques mesures qui sont présentées dans la présentation. Vous pourrez les repasser. Puis évidemment, si vous allez plus loin au niveau de l'étape 5 et 6, vous pouvez aller sur un recommissioning en bonne et due forme. Faites bien attention. Je donne la formation aux agents de recommissioning pour Ressources naturelles Canada. Puis, je dis toujours aux gens, faites attention. Le recommissioning, c'est un projet qui est facile pour un propriétaire de se faire entourlouper puis de se faire livrer un demi-projet ou de se faire livrer un audit qu'ils vont appeler un recommissioning. Donc, soyez très, très prudents. Si vous voulez en savoir plus, il y a un document qui s'appelle le Guide de remise en service des bâtiments qui a été publié par Ressources naturelles Canada, qui va vous donner vraiment ce qu'on devrait retrouver dans un recommissioning pour que ça vaille le non-recommissioning. Sinon, vous pouvez vous faire vendre un peu n'importe quoi. Donc, au sommaire, ce que vous voyez, les 7 étapes, au point de vue des mesures, c'est perte, rendement et approvisionnement. Comme on dit, l'ordre est important. Commencez pas à l'envers parce que vous risquez de dépenser trop d'argent et de ne pas aller chercher les bénéfices que vous voulez avoir. Évidemment, au niveau de l'étape 7, les rénovations majeures, il y a des guides qui sont disponibles. Celui-là pour les hôpitaux, puis le guide principal produit par Ressources naturelles Canada, ben, il va être présenté ici dans la présentation, donc vous pouvez vous y référer. Puis finalement, dernier point, lorsque vous préparez votre plan de gestion énergétique, de plus en plus, vous devriez rajouter, puis si vous ne l'avez pas déjà, dans la priorisation de la mise à jour des actifs, il devrait y avoir un critère relié au GES ou à la consommation/coût d'énergie pour pouvoir prioriser les équipements ayant le plus d'impact sur les combustibles fossiles. Donc, si un équipement a été remplacé, puis on sait que, mettons, le AHU numéro 5, comme on voit sa photo, il représente 20 de la consommation de ventilation, les autres systèmes étant de beaucoup moindre importance, lui devrait faire l'objet d'une analyse, dire est-ce qu'on peut le décarboniser, est-ce qu'on peut y mettre une pompe à chaleur ou un récupérateur de chaleur. Donc,
assurez-vous qu'il y ait si possible, qu'il y ait vraiment un rang qui soit donné basé sur des facteurs reliés à l'importance de la consommation de l'équipement et du type de consommation. Donc, si c'est vraiment un important consommateur de gaz à effet de serre, ça va vous permettre de mieux prioriser les actions que vous allez prendre dans cette étape 7-là, qui est quand même une étape importante. Donc, tout ça étant dit, c'est la présentation. Je vois que j'ai dépassé 2 minutes. Je m'en excuse. S'il y a des questions, je n'aurai peut-être pas le temps. Si jamais vous avez vraiment des questions qu'on n'a pas le temps de répondre, vous pouvez communiquer avec moi. Il n'y a pas de frais avec ça. Là, je ne cherche pas à avoir du travail. Ou avec Steven Dixon, qui est mon collègue. Ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions que les gens pourraient avoir. Donc, n'hésitez pas. Vous allez avoir les présentations. Nos 2 courriels sont là. Et puis là-dessus, Harry, s'il y a des questions, on va peut-être prendre quand même 2 minutes pour répondre, même si j'ai dépassé le temps alloué de 2 minutes. Oui, absolument. Alors, la première question que je vois, c'est, pouvez-vous référer des outils QSOM gratuits disponibles? Des outils QSOM gratuits disponibles. Le meilleur que je connais, qui n'est pas gratuit, mais est à faible coût, c'est RedScreen. Et malheureusement, avant, il était gratuit. Maintenant, il y a une licence de 1 000 $, mais vous avez 10 licences. Si vous connaissez d'autres organisations, vous pourriez payer 200 chaque puis avoir chacun 2 licences. Sinon, la seule autre façon que je fais mon QSUM, parce que j'en fais aussi directement dans Excel. Excel, ben, le QSUM, c'est vraiment une régression linéaire. Puis une fois qu'on a l'équation de notre régression, ça devient notre référence. Fait que je peux toujours vous fournir, quand on donne le cours de recommissioning, on fournit un exemple d'un outil de Excel avec un QSUM. Je peux vous l'envoyer, c'est vraiment très simple. Mais je vous dirais, si vous pouvez vous permettre d'acheter la licence RedScreen, c'est vraiment facile. C'est un outil canadien fait par le gouvernement fédéral. Il va chercher les données météo pour nous. Ça nous évite le casse-tête de faire le calcul des degrés jour. Malheureusement, il y a une licence. OK. Et une dernière question un peu reliée. Marie a dit, nous avons débuté notre travail avec RedScreen, mais le MSSS demande de travailler avec Portfolio Manager Energy Star. OK. Suggérez-vous qu'on travaille avec les deux? C'est tout à fait. Elle va dire, ça n'a pas du tout le même rôle. Je comprends leur demande. Vous pouvez travailler avec les deux, même que RedScreen a maintenant des boutons d'intégration de Portfolio Manager. Donc, vous n'avez pas entré vos données 2 fois. Vous entrez vos données dans Portfolio Manager et RedScreen peut aller les importer. Ce qui veut dire que vous faites votre benchmarking avec Portfolio Manager parce que RedScreen, ce n'est pas un bon outil de benchmarking. Même s'il le fait, là, c'est quand même assez misérable. Portfolio Manager, il ne fait pas d'analyse QSUM, il ne fait pas d'analyse de performance. Donc, il est misérable par rapport à ça. Fait qu'ils ont chacun leur force. Rentrez vos données dans Portfolio Manager. RedScreen va vous permettre d'aller importer des données. Donc, vous allez faire seulement une entrée de données et là, vous allez définir votre régression de base dans RedScreen, votre analyse de performance dans RedScreen. Puis honnêtement, ça vaut son pesant d'or. Et vous allez avoir votre benchmarking qui va être très bon, qui va être fait dans Portfolio Manager. Parfait. S'il y a pas d'autres questions, je vais attendre juste 30 secondes, là. Et sinon, merci beaucoup, Michel, pour la présentation. Et Désolé d'avoir passé de on 5 minutes va. de temps. Oui, non, non, c'est bon. Bon, OK. Je vois pas d'autres questions. OK, parfait. Et merci Merci beaucoup, beaucoup. Michel. Bye À la bye. prochaine. Bye.